Ma belle-mère, Martine, pensait que j'étais incapable de divorcer. C'est pourquoi, au milieu d'une soirée somptueuse, sous les yeux de tous, elle m'a giflé 2 fois. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'un seul de mes appels téléphoniques pouvait réduire en cendres l'empire tout entier de la famille de mon mari. Ce soir-là, la première gifle a claqué au centre de la magnifique salle de bal de l'hôtel Ritz, sur la place Vendôme à Paris, où les applaudissements résonnaient encore. Le tintement des verres de champagne et le rire de l'animateur sur scène donnaient l'illusion que dehors, la vie était merveilleuse et étincelante. Seul moi, debout dans un coin sombre près des tables, le visage tourné, les dents serrées, je sentais le monde s'écrouler. Mes cheveux, soigneusement coiffés en chignon, sont tombés sur mes épaules, et la boucle d'oreille en perles, héritage de ma mère, s'est envolée de mon oreille, pour rouler sous une chaise drapée de blanc. La deuxième gifle a suivi immédiatement la première, plus lourde, plus cinglante, comme si Martine, ma belle-mère, y avait condensé 5 années de mépris dans la paume de sa main ornée de bagues en or. Ses ongles ont éraflé ma joue. Une brûlure vive et cuisante. J'entendais clairement son grincement de dents. Sa voix n'était pas forte, mais suffisante pour que les convives les plus proches se tournent vers nous. Signé ou pas, ne crois pas que parce que tu endures en silence, cette famille te nourrira jusqu'à la fin de tes jours. Je suis restée là, sans pleurer, sans esquiver, sans même porter la main à ma joue. Si cela s'était produit il y a 3 ans, j'aurais être baissé la tête et demandé pardon, même sans savoir quelle était ma faute. Si cela s'était produit il y a 1 an, j'aurais être couru aux toilettes, m'enfermant à clé, me mordant la lèvre et pleurant jusqu'à ce que mes sanglots s'épuisent, avant de ressortir comme si de rien n'était. Mais ce soir, c'était différent. Ce soir, c'était la célébration du 50e anniversaire du groupe BTP Dubois, l'entreprise de la famille de mon mari. Au milieu des visages radieux, des costumes de créateurs coûteux, des robes de soirée scintillantes et des salutations artificielles, j'ai soudain ressenti un calme étrange dans mon cœur. Martine portait une élégante robe Chanel vert foncé. Un grand collier de perles ornait son cou. Ses cheveux étaient relevés, et elle portait un maquillage épais. De loin, elle ressemblait à une femme respectable et puissante. Mais de si près, je voyais que même le fond de teint le plus couvrant ne pouvait dissimuler la méchanceté dans ses yeux. Je voyais ses lèvres rouges sans s'étirer en un sourire froid et acéré. Voilà 5 ans que tu manges à notre table, que tu vis avec nous. Tu portes notre nom et tu n'es même pas capable de nous donner un petit-fils. Maintenant, je t'offre une sortie honorable. Et tu joues les fiers. Elle a sorti un dossier de son sac à main de luxe et l'a jeté sur la table devant moi. Les papiers se sont éparpillés, et sur le dessus, en grosses lettres, on pouvait lire « Convention de divorce par consentement mutuel et de partage des biens ». Je l'avais déjà vu cet après-midi. L'avocat de la famille avait envoyé la copie numérique sur mon téléphone. Les conditions étaient si cruelles qu'après les avoir lues, je n'avais pu que rire. Victor et moi divorcions d'un commun accord. Ma petite fille, Anne, serait confiée à la garde de la famille de mon mari. Je partirais les mains vides. Je ne pourrais prétendre à aucun bien acquis pendant le mariage, pas même à l'appartement qui était au nom de Victor, mais dont j'avais secrètement payé les mensualités, avec mes propres économies ces dernières années. Je me suis penchée et j'ai ramassé la boucle d'oreille sous la chaise. La petite perle avait une fissure, comme une larme pétrifiée. Ce n'était pas un bijou coûteux, c'était le même type de boucle d'oreille que ma mère portait dans sa jeunesse. Avant de mourir, elle l'avait mise dans ma paume et m'avait dit « Où que tu ailles, préserve toujours ta dignité. » Mais pendant 5 ans, en tant que belle-fille, j'avais cru que cela signifiait endurer et préserver la réputation. Je pensais que le silence signifiait protéger la famille. Je pensais que si je cédais un peu, ils m'aimeraient davantage. Mais non. Il y a des gens qui, lorsqu'ils vous voient endurer, pensent que vous êtes lâche. S'ils vous voient gentille, ils pensent que vous êtes impuissante. S'ils vous voient ne pas vous vanter de la fortune de votre famille, de votre maison, de votre argent, ils s'arrogent le droit de vous écraser. J'ai mis la boucle d'oreille dans ma paume et j'ai levé les yeux vers Martine. Belle maman, c'est une grande célébration pour beau-papa et l'entreprise. Êtes-vous sûre de vouloir discuter de ça ici? Elle a ri, un rire mince et méprisant. Alors tu sais que c'est une grande célébration. Regarde-toi, avec ta robe bon marché. Tu as toujours ce visage de victime. Je te le dis. Si tu as un peu de tact, tu signes ce soir. Sinon je te poursuis en justice. Et mes avocats s'assureront que tu perdes ton enfant et ton honneur. Les parents de mon mari, assis à proximité, ont commencé à chuchoter. J'ai reconnu tante Hélène, la sœur de ma belle-mère, qui à Noël me prenait toujours la main en disant « Quelle bonne belle-fille tu es !»
Mais maintenant elle détournait le regard, comme si elle ne me connaissait pas. Une dame a couvert sa bouche avec un mouchoir pour rire. Elle a jeté un coup d'œil à la marque rouge sur ma joue avant de se retourner rapidement vers son verre de vin. Soudain j'ai ri. Pendant 5 ans, ma plus grande peur avait été l'éclatement de la famille. J'avais peur que ma fille grandisse dans une famille brisée. J'avais peur que mon père soit triste. J'avais peur que la société me juge comme une femme incapable de garder son mari. Cette peur m'avait enfermée dans une maison spacieuse mais froide, où chaque dîner était une critique, où une petite fille comme la mienne était regardée avec des soupirs par sa grand-mère parce qu'elle ne perpétuerait pas le nom de famille, et où mon mari devenait de plus en plus silencieux à chaque douleur que sa femme endurait. Mais ces 2 gifles avaient brisé la cage qui me retenait prisonnière. J'ai ramassé les papiers, les ai remis en ordre dans le sac de Martine. Je ne signerai pas. Son visage s'est assombri. Comment oses-tu me répondre? Je ne signe pas. Non pas parce que j'ai peur de divorcer, mais parce que je souhaite clarifier quelque chose devant toute la famille. Après avoir dit cela, je me suis retournée et j'ai marché vers la table d'honneur. Martine est restée figée un instant avant de se précipiter derrière moi et de me saisir le poignet. Ses ongles se sont enfoncés dans ma peau. Tu veux faire un scandale? Je te préviens. Si tu humilies la famille Dubois ce soir, je ne laisserai jamais ta petite famille de province en paix. Il n'arrive même pas à la cheville de notre fortune. J'ai regardé sa main qui serrait mon bras. J'ai regardé la bague en émeraude dont elle se vantait toujours, un cadeau de son fils, et j'ai lentement détaché ses doigts. Vous avez raison, les Dubois sont riches, et ma famille n'aime pas se vanter. Mais il y a une chose à laquelle vous n'avez jamais pensé. Son front s'est plissé. Quoi donc? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous ne connaissez absolument pas ma famille. Elle a été surprise. Un bref instant, l'arrogance a disparu de son visage. Car c'était la vérité. Elle ne savait pas. Même Victor ne savait pas. Quand nous sortions ensemble, il m'avait demandé ce que faisait ma famille. J'avais simplement dit que mon père avait une petite entreprise à Lyon. Il avait hoché la tête sans poser plus de questions. Après notre mariage, sa famille m'a traitée comme une fille de province chanceuse qui avait franchi les portes de la richesse. Et comme je voulais une vie simple et ne voulais pas que l'argent de mon père influence mon mariage, je ne me suis jamais expliquée. La table d'honneur était devant la scène. Mon beau-père, Alexandre, trinquait avec les invités de marque. Son visage était rouge de vin et de fierté. Il était le président du groupe Dubois, qui avait fait fortune dans l'immobilier et la construction. Il organisait cette fête dans cet hôtel parisien pour célébrer sa position après plusieurs années de croissance. Il m'a vu approcher, et son sourire s'est légèrement figé sur ses lèvres. « Sophie, s'il y a un problème, nous en discuterons à la maison plus tard. » Je me suis arrêtée devant la table. Je me suis inclinée légèrement devant les invités, et j'ai parlé calmement. « Excusez-moi de vous déranger. Je m'appelle Sophie, la femme de Victor, la belle-fille de la famille Dubois. À l'instant, ma belle-mère m'a giflé 2 fois et m'a forcée à signer un accord de divorce au milieu de cette soirée. J'aimerais clarifier la situation devant témoins. » Toute la table est devenue silencieuse. Alexandre s'est levé. « Sophie, es-tu ivre? Où est Victor? Ramène ta femme à la maison. » Immédiatement, Victor s'est précipité de l'arrière. Sa cravate était de travers. Son haleine sentait le vin. Sa première réaction n'a pas été de regarder l'exchymose sur mon visage, mais de me saisir le bras. Il a sifflé à voix basse. « Qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas à quel point cette soirée est importante? » J'ai regardé l'homme que j'avais tant aimé, au point d'avoir tout abandonné pour l'épouser. « Ta mère m'a frappé, et tu ne me demandes même pas si j'ai mal. » Victor s'est figé et a regardé sa mère. Martine a répondu froidement. « Je l'ai frappée, et alors? Une belle fille ingrate. Elle ne peut pas donner un petit-fils pour perpétuer notre nom, et elle ne veut même pas partir. Quel est le mal à lui donner une leçon? » Victor s'est mordu la lèvre, a regardé sa mère, son père, les invités curieux, avant de se tourner vers moi. « Sophie, rentrons à la maison, nous en discuterons là, bas. S'il te plaît, ne fais pas plus de scandale. » J'ai souri faiblement. « Chez vous, tu me dis toujours de ne pas faire de scandale. Ta mère m'humilie. Tu dis, ça suffit. Ta mère jette la nourriture que j'ai cuisinée. Tu dis, ça suffit. Ta mère critique notre petite fille devant les parents. Tu dis, ça suffit. Maintenant, ta mère me frappe devant tout le monde, et tu dis encore ça suffit. Mais Victor, aujourd'hui, je ne suis pas venue ici pour dire ça suffit. Je suis venue pour y mettre un terme. » Sur ce, j'ai sorti mon téléphone. Devant la famille stupéfaite de mon mari, j'ai composé un numéro que j'avais enregistré depuis longtemps,
mais que j'utilisais rarement dans mes moments de faiblesse. Après 2 sonneries, quelqu'un a répondu. « Papa !» Ma voix était toujours calme, mais les larmes commençaient à me serrer la gorge. Je suis à l'hôtel pour le banquet de la famille de mon mari. On m'a frappé. On me force à divorcer. Peux-tu venir me chercher? Il y a eu un silence de quelques secondes à l'autre bout du fil. Puis la voix grave et ferme d'un homme âgé a résonné à chaque mot. Dans 10 minutes, papa est là. J'ai raccroché. Martine a ri sarcastiquement. Et que peut faire ton père s'il vient? Un vieil homme de province qui monte à Paris pour te défendre. Sophie, ne fais pas de cinéma. La retraite de ton père ne couvrirait probablement même pas le prix d'une table ici. Je n'ai pas répondu. J'ai tiré une chaise. Je me suis assise. J'ai posé la boucle d'oreille cassée sur la table. J'ai croisé les doigts sur mes genoux, et j'ai attendu en silence. Et pour la première fois en 5 ans, je ne me sentais pas seule. La salle de bal entière plongea dans un silence étrange. Non pas le silence formel d'une grande soirée, mais ce genre de silence où les gens sentent déjà l'odeur de la tempête qui approche, mais personne n'ose parler. L'orchestre sur scène jouait encore doucement. Le présentateur se tenait à côté du podium, tenant le micro, mais fixant la table d'honneur. Quelques invités posèrent lentement leur verre de vin. Je restais assise sur la chaise recouverte de tissu blanc. La boucle d'oreille cassée devant moi marquait comme un petit point la fin de mes 5 années de patience. Martine se tenait toujours debout, le dos droit, le menton légèrement relevé. Elle conservait son arrogance habituelle, mais je voyais ses mains serrer fermement son sac à main. Ses articulations étaient blanches, car bien que sa bouche soit audacieuse, au fond, elle commençait à être nerveuse face à mon calme. La femme qui était habituée à me voir toujours la tête baissée, habituée à mes supplications, habituée à ce que j'avale mes larmes, ne comprenait pas pourquoi, ce soir, j'étais assise là. La marque de la gifle était encore sur ma joue. Mes yeux étaient rouges de douleur, mais mon dos était droit, et je ne fuyais pas son regard. Victor, qui se tenait à côté de moi, semblait en colère et confus. Il a tendu la main pour me faire relever à nouveau, mais s'est arrêté en voyant que les invités de la table d'honneur nous regardaient. Peut être que dans sa tête, à ce moment-là, ce n'était pas l'inquiétude pour sa femme qui primait, mais la peur que ce scandale ne tâche la soirée que son père avait préparée pendant des mois. Alors, il s'est penché. Sa voix s'est adoucie, comme s'il essayait de calmer un enfant capricieux. « Sophie, je sais que tu as mal, mais s'il te plaît, ne fais pas ça. Rentrons à la maison et réglons ça. Quoi que tu veuilles, je parlerai à maman. Lève-toi, je te ramène. » J'ai levé les yeux vers lui, vers ce visage qui m'avait un jour fait croire que je pouvais lui confier toute ma vie, vers ces yeux qui étaient autrefois tendres lorsque nous étions amoureux, mais qui n'étaient maintenant remplis que de hâte et de reproches. Je lui ai demandé doucement. « Victor, si aujourd'hui c'était ta mère qui s'était fait gifler, lui dirais-tu aussi de rentrer à la maison pour en discuter ?» Victor s'est tu. Ma question n'était pas forte, mais suffisante pour que ceux qui nous entouraient l'entendent. Le front d'Alexandre se plissa rapidement, et ses yeux perçants me regardèrent comme s'il utilisait son autorité de directeur pour enterrer le problème. Mais il y a des choses qui, une fois brisées, ne peuvent plus être parfaitement réparées, comme la perle de la boucle d'oreille de ma mère. Même si je la faisais réparer, il y aurait toujours une fissure à l'intérieur. Martine est devenue encore plus furieuse en voyant que son fils ne pouvait pas répondre. Elle s'est approchée et a pointé mon visage. « Ne te compare pas à moi. Je suis sa mère, tu n'es que sa femme. Il y a une grande différence entre nous. Une femme peut être remplacée. Une mère, il n'y en a qu'une. Tu es dans notre famille depuis 5 ans. Tu as toujours parlé doucement, mais il s'avère que tu as une âme noire. Tu as même appelé ton père. Pourquoi? Pour que toute ta famille débarque à Paris? » Je suis restée silencieuse, ignorant ces paroles cruelles. Je savais qu'il y a des disputes qui, plus elles durent, plus elles semblent basses et superficielles. La vérité n'a pas besoin de cris pour être transmise. La vérité arrive d'elle-même au bon moment, calme, claire et suffisante pour faire taire à jamais ceux qui vous ont méprisé. Et exactement 10 minutes plus tard, la grande porte de la salle de bal s'est ouverte. Pas simplement ouverte. Le personnel de l'hôtel a ouvert en grand les 2 lourdes portes en bois. Dans la lumière du couloir extérieur, l'ombre d'un homme âgé portant un simple costume gris est apparue. Ses cheveux étaient presque entièrement blancs, il n'était pas particulièrement grand, mais sa posture était extrêmement droite. Chacun de ses pas était lent mais ferme. Derrière lui, 2 accompagnateurs. Un homme d'âge mûr avec des lunettes, une mallette en cuir à la main, et une femme d'une 40aine d'années, vêtue d'un tailleur noir. Son visage était calme. Son regard était vif, comme celui de quelqu'un habitué à gérer de gros problèmes en silence. En le voyant, c'est comme si quelque chose serrait lentement mon cœur. C'était mon père,
Monsieur Édouard Laurent, l'homme que la famille de mon mari considérait comme un petit entrepreneur de Lyon qui vivait au jour le jour. L'homme que Martine tournait souvent en dérision, en disant qu'il n'aidait en rien et n'avait donc le droit de se mêler de rien. L'homme que même Victor n'avait pas pris la peine de connaître plus en profondeur, pensant que je venais d'une famille simple et que j'étais chanceuse d'avoir épousé un homme riche. Mon père a marché entre les tables silencieuses, sans regarder personne. Il n'avait besoin de personne pour le présenter. Ses yeux se sont posés sur mon visage, directement sur la marque rouge sur ma joue gauche et la petite éraflure à proximité. Un instant, j'ai vu ses yeux vieillissants s'assombrir. Pas de bruit, pas d'éclat, mais comme si une vague profonde et dangereuse se formait en lui. Il s'est arrêté devant moi. Sa voix est devenue grave. Qui a frappé ma fille? Avant que je puisse répondre, Martine a ri froidement. Être ne sachant toujours pas qui se tenait devant elle, ou plus exactement, habituée à juger les gens sur leur apparence et des rumeurs superficielles. Alors, en voyant que mon père n'avait pas amené une armée de gardes du corps, ou n'affichait aucune ostentation, elle a immédiatement retrouvé sa supériorité. C'est moi qui l'ai frappé. Et alors? Vous êtes son père? Vous arrivez à point nommé. Apprenez à votre fille. Une belle fille qui ne sait pas où est sa place. Elle fait un scandale au milieu de la soirée importante de notre famille. Vous l'avez probablement trop gâtée à la maison, c'est pour ça qu'elle est devenue comme ça. Mon père ne l'a pas regardée tout de suite. Il s'est seulement penché et a ramassé la boucle d'oreille cassée sur la table. Il l'a mise dans ma paume et a dit doucement « Garde-la, ma fille. C'est à ta mère. Ne la laisse pas sur la table des autres. » Ce n'était qu'une phrase, mais ma gorge s'est nouée. J'ai serré fort la boucle d'oreille. Les larmes me montaient aux yeux, mais j'essayais de ne pas pleurer. J'avais déjà pris ma décision ce soir. Je ne voulais pas passer pour une femme pitoyable aux yeux de la société. Je voulais être une femme qui a le droit de quitter un mariage violent sans avoir à se courber et à demander la permission à quiconque. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Alexandre a regardé mon père plus attentivement. D'abord, il n'y avait que de l'agacement sur son visage à cause d'un étranger qui gâchait la soirée, mais son expression a rapidement changé. Le verre de vin a tremblé dans sa main, il a regardé mon père, puis l'homme à lunettes derrière lui et la femme en tailleur noir qui ouvrait une tablette. Son visage, qui était rouge de vin il y a un instant, est soudainement devenu pâle. « Monsieur Laurent ?» La voix d'Alexandre tremblait. Assez pour que les personnes à proximité le remarquent. Martine a regardé son mari. « Tu le connais ?» Alexandre n'a pas répondu tout de suite. Il a dégluti. Il s'est rapidement levé de sa chaise et a inconsciemment ajusté son costume, comme un employé qui rencontre un supérieur hiérarchique. « Monsieur Laurent, je suis désolé. Je ne savais vraiment pas. Je ne savais pas que Sophie était votre fille. » Ces mots ont été comme une grosse pierre jetée dans un étang calme. Des murmures se sont immédiatement répandus dans la salle de bal. Certains demandaient qui était ce monsieur Laurent. D'autres l'avaient reconnu et leurs yeux s'étaient écarquillés, car dans l'industrie de la construction et des matériaux du pays, le nom d'Édouard Laurent de Laurent Logistique, matériaux n'était pas n'importe quoi. Mon père n'aimait pas paraître dans les journaux et encore moins se vanter de sa fortune. Mais Laurent Logistique, matériaux, qu'il avait bâti à partir de rien en 30 ans, contrôlait une grande partie de l'approvisionnement en matériaux, de la logistique et d'énormes projets d'infrastructure. Pendant ce temps, le groupe du Bois d'Alexandre dépendait en réalité des chaînes d'approvisionnement et des lignes de crédit des entreprises sous-jacentes de Laurent pour sa survie ces dernières années. Quand Martine a entendu cela, son visage s'est figé. Mais elle essayait toujours de paraître dure. Laurent Logistique. Ce n'est pas parce qu'il a de l'argent qu'il a le droit de nous menacer ici. C'est une affaire de famille. Qu'est-ce que ça peut lui faire si une belle-mère donne une leçon à sa belle-fille? Y a-t-il une loi qui l'interdit? L'homme à lunettes derrière mon père s'est avancé et a posé une carte de visite sur la table. Sa voix était extrêmement calme. « Bonsoir, Madame Dubois. Je suis Maître Leclerc, conseiller juridique de la famille de Sophie et de Monsieur Laurent. Le fait d'avoir agressé quelqu'un en public, de l'avoir forcé à signer un accord de divorce et de partage des biens qui ne vous favorise que vous, ainsi que la menace de priver une mère de ses droits sur son enfant, ont été enregistrés et serviront de base juridique. Nous ne sommes pas ici pour menacer. Nous sommes ici pour protéger notre cliente conformément à la loi. » La femme en tailleur noir s'est également approchée, a ouvert sa tablette et a parlé calmement, mais chaque mot était clair. « Et moi, je suis Hélène, l'auditrice indépendante de Laurent Logistique Matériaux. Pendant que je suis ici, j'aimerais informer Monsieur Dubois que tous les contrats de livraison entre Laurent et le groupe Dubois seront réexaminés dès demain matin, en particulier les 3 factures impayées, 2 billets à ordre
et un projet où des soupçons de détournement de fonds ont été soulevés. Nous enverrons une lettre officielle. Nous n'aurons pas de discussion verbale à cette table. Alexandre a reculé. Sa main s'est accrochée au bord de la table. Je voyais clairement la panique profonde sur son visage. L'homme qui, il y a un instant, était assis en position de propriétaire. L'homme qui était resté silencieux quand sa femme m'insultait. L'homme qui considérait ma patience comme une bagatelle dans la famille. Il comprenait maintenant que ce qu'il appelait une affaire de famille ébranlait les fondations de son entreprise. Victor se tenait à côté de moi. L'ivresse avait disparu de ses yeux. Il m'a regardé. Ses lèvres tremblaient. « Sophie, pourquoi n'as-tu rien dit ?» Je l'ai regardé longuement. Ça ne faisait plus aussi mal qu'avant. Je ne ressentais que de la fatigue et un vide. Parce que je voulais que tu m'aimes pour qui j'étais, Sophie, et non parce que j'étais la fille de mon père. Mais je me suis trompée. Quand tu as cru que je n'avais aucun soutien, ta famille m'a traité comme un paillasson. Victor a baissé la tête, incapable de parler. Mon père s'est tourné vers Alexandre. Sa voix n'était pas forte, mais à la table d'honneur, personne n'osait l'interrompre. « Monsieur Dubois, ma fille est la femme de votre fils depuis 5 ans. Je n'ai jamais demandé que vous la respectiez simplement parce qu'elle est ma fille. Ma seule demande était qu'elle puisse vivre une vie normale en tant qu'épouse, mère et être humain. Mais ce soir, votre femme a frappé ma fille devant tout le monde. Votre fils est resté là, craignant la honte, tandis que vous vouliez enterrer le problème pour en finir. Si c'est ainsi, alors nous ne parlons plus sur une base émotionnelle. Seule la loi et les obligations comptent. » La voix de Martine tremblait déjà. « Que voulez-vous » Mon père a regardé la marque rouge sur ma joue avant de répondre lentement. « Que ma fille divorce convenablement. La garde d'âne restera avec sa mère. Les biens seront partagés conformément à la loi, et l'argent personnel que ma fille a investi dans l'appartement lui sera intégralement restitué. Et des excuses. Pas besoin de vous agenouiller. Je n'apprends pas à ma fille à utiliser l'humiliation des autres pour couvrir ses propres blessures. Mais vous devez lui présenter des excuses devant ceux devant qui vous l'avez humiliée. » À ces mots, j'ai pleuré. Non pas parce que j'étais faible, mais parce qu'après 5 ans, quelqu'un se tenait devant moi et disait « Je n'ai pas besoin d'être cruel pour obtenir justice. » Les lèvres de Martine tremblaient, tandis qu'Alexandre fermait les yeux, comme s'il avait perdu toute la dignité qu'il avait essayé de construire ce soir-là. Victor s'est avancé. Sa voix était rauque. « Oncle Édouard, donnez-nous une autre chance. » Mon père n'a pas répondu à ma place, il s'est simplement tourné et m'a regardé. Ses yeux se sont adoucis. « C'est à toi de décider, ma fille. Papa ne te forcera pas. » Je me suis levée et j'ai regardé Victor. J'ai regardé ma belle-mère, mon beau-père et toute la salle de bal qui avait été témoin de mon agression et qui était resté silencieux. J'ai prononcé chaque mot clairement. Je divorce. Et cette fois, je ne partirai pas les mains vides et je ne laisserai personne utiliser ma fille comme monnaie d'échange. Après avoir dit cela, la salle de bal est tombée dans un silence encore plus profond, car tout le monde a compris que si un couple se dispute encore, cela signifie qu'il veut encore sauver la relation. Mais quand une femme mentionne calmement le divorce sans larmes ni reproches, cela signifie qu'ils ont vraiment atteint la fin. Victor est resté là, au milieu de nulle part. Ses yeux rouges me fixaient, comme s'il cherchait la femme qui lui avait pardonné ses erreurs tant de fois, qui avait supporté sa mère, supporté les mots blessants, et veillé seul en s'occupant de l'enfant pendant qu'il était en réunion d'affaires, ou plutôt en train de boire avec ses amis, au lieu de rentrer à la maison. Mais il avait beau regarder, il ne pouvait plus voir cette femme, car cette femme était morte lentement en 5 ans. Morte des insultes, morte de la négligence, morte des appels à l'aide, qui n'avaient reçu pour seule réponse qu'un ça suffit. Alexandre s'est effondré sur sa chaise, comme s'il avait vieilli de 10 ans en une nuit, tandis que Martine se tenait toujours là. Ses lèvres tremblaient de rage, pas de remords, car pour une personne habituée à écraser les autres, qui utilise son pouvoir pour dicter le bien et le mal, le plus inacceptable n'est pas la perte d'argent, mais le fait que la belle-fille qu'elle méprisait auparavant se trouve maintenant dans une position qui peut la mettre à genoux. « Papa, il n'y a plus rien à dire. » Mon père a demandé à Maître Leclerc de rassembler tous les documents, puis il s'est tourné vers moi. « Rentrons à la maison, ma fille. » J'ai hoché la tête, mais à ce moment précis, une petite voix a résonné à la porte de la salle de bal. « Maman !» Surprise, je me suis retournée. Anne était là, portant sa robe jaune claire que je lui avais achetée il y a 2 mois. Ses 2 couettes étaient un peu en désordre, et elle serrait son vieux lapin en peluche préféré. À côté d'elle se tenait la nounou de la famille de mon mari. Elle était visiblement paniquée, comme si elle avait découvert quelque chose de grave. Mon cœur s'est comme arrêté. Depuis qu'on m'avait frappée, forcée de signer les papiers de divorce et acculée, j'avais essayé de rester calme,
Mais en voyant ma fille au milieu de la foule, toutes mes forces se sont effondrées. Je me suis rapidement approchée d'elle. « Anne, qu'est-ce que tu fais ici ?» L'enfant a levé les yeux vers mon visage, et ses yeux innocents se sont écarquillés. « Maman, ça fait mal !» De sa petite main, elle a touché la marque rouge sur ma joue. « Qui t'a fait du mal ?» Personne n'a répondu. Toute la salle de bal était silencieuse. Anne a regardé Martine. « C'est mamie qui a fait du mal à maman. » Le visage de Martine s'est figé. Qu'est-ce qu'un enfant sait de ce qu'il dit? Mais Anne n'a pas eu peur. Elle ne comprenait pas encore le monde des adultes, mais les enfants ont une capacité spéciale. Ils voient toujours la vérité. Elle a serré ma jambe. Mamie est en colère contre maman. Hier, elle a dit que maman est méchante. Ah si, tout mon corps s'est radi. Le front de mon père s'est légèrement plissé. Alexandre a regardé sa femme. Qu'as-tu dit d'autre à notre petite fille? Martine a paniqué un instant avant de s'emporter. Un enfant se souvient de toutes sortes de choses. Mais Anne a continué. Mamie a dit que si maman part, Anne restera avec mamie. Mamie a dit que maman n'a plus besoin d'Anne. En entendant cela, mon nez est devenu rouge de douleur. Alors c'était ça. Pendant que j'essayais de maintenir la famille unie pour ma fille, ils implantaient discrètement de telles pensées dans la tête de l'enfant. Je me suis penchée et j'ai serré ma fille fort dans mes bras. L'enfant a posé son visage sur mon épaule et a murmuré « Maman, ne quitte pas Anne. » D'accord. Je ne pouvais vraiment plus retenir mes larmes. Elles tombaient sur les cheveux de ma fille. Maman ne te quittera pas. Vraiment, vraiment, même si ta grand-mère ne m'aime pas. Je l'ai serrée encore plus fort. Peu importe qui ne m'aime pas. Je suis toujours la maman d'Anne. Mon père nous regardait de dos, et ses yeux sont devenus rouges aussi. Veuve de bonheur. Il comprenait le sentiment d'un enfant qui a peur de perdre ses proches. C'est pourquoi il comprenait encore mieux mes 5 années de patience, dont la principale raison était ma fille. Peu de temps après, il s'est penché doucement et a soulevé sa petite fille. « Viens, Papy Édouard te ramène à la maison. » Anne était confuse. « Papy Édouard ? » ?»« Oui, je suis ton grand-père. »« Vraiment ?» Mon père a souri. C'était son premier sourire depuis son entrée dans la salle de bal. L'enfant l'a regardé pendant quelques secondes avant de passer soudainement ses bras autour de son cou. Papy ressemble à maman. Toute la salle de bal est redevenue silencieuse. Même Maître Leclerc a souri faiblement, car nous nous ressemblions vraiment, de nos yeux à notre nez. C'est juste que ces 5 dernières années, personne n'avait pris la peine de me regarder attentivement. Notre voiture a quitté l'hôtel, laissant le chaos derrière elle. Cette fois, j'étais assise à côté de ma fille. Anne s'était déjà endormie, appuyée sur mon épaule. Mon père était assis en face de moi. Les lumières de l'autoroute défilaient par la fenêtre. Nous sommes restés silencieux pendant un long moment. Alors que nous passions près d'un péage, papa a lentement pris la parole. « Tu regrettes ?» Je comprenais ce qu'il voulait dire. J'ai regardé les lumières dehors. Oui, il n'a pas été surpris. « Tu regrettes d'avoir épousé Victor ?» J'ai secoué la tête. Non. J'ai fait une pause de quelques secondes. Je regrette de ne pas m'être défendu plus tôt. Mon père sais-tu, a hoché la tête. Tu as raison. Je l'ai regardé. Tu ne vas pas me faire de reproches? Il a souri tristement. Que pourrais-je te reprocher? D'avoir été têtu? Quel enfant n'est pas têtu? Il a regardé par la fenêtre. Autrefois, ta mère a insisté pour m'épouser, même si ton grand-père s'y opposait. J'ai été surprise. C'était la première fois qu'il en parlait. Mon père a ri. Papa avait beaucoup de difficultés à l'époque. Je n'avais même pas de moto, mais ta mère m'a quand même épousée. Il s'est arrêté. La seule différence, c'est que lorsque j'ai épousé ta mère, je ne lui ai donné aucune raison de pleurer à cause de ma famille. J'ai baissé la tête. Ce mot était si simple, mais comme un couteau, il a tranché la vérité de notre relation avec Victor. Pas à cause de la pauvreté ou de la richesse, pas à cause du statut social, mais parce que cet homme ne m'avait jamais vraiment défendu. La voiture continuait de rouler. Quelques minutes avant d'arriver à la résidence, mon téléphone a vibré. Victor. J'ai juste regardé l'écran et n'ai pas répondu. Il a vibré à nouveau. Une deuxième fois, une troisième, une quatrième. Je n'ai toujours pas répondu. Au 5e appel, un SMS est arrivé. Sophie, s'il te plaît, donne-moi une chance de te parler, juste une fois. J'ai regardé ce message longuement. Si c'était arrivé il y a une semaine, mon cœur se serait être adouci. Si c'était il y a un mois, j'aurais être répondu immédiatement. Si c'était il y a un an, je me serais être même blâmé. Mais plus maintenant, car il y a des excuses qui arrivent trop tard. Si tard que celui qui les entend n'en a plus besoin.
J'ai éteint l'écran. À ce moment précis, Maître Leclerc a appelé. Sophie, il y a quelque chose que je pense que vous devriez savoir. Qu'est-ce que c'est, maître? La voix de Maître Leclerc s'est faite plus basse. Ce soir, après votre départ, j'ai reçu une information très particulière. À propos de quoi? Il a fait une pause de quelques secondes. L'insistance de la famille Dubois sur la garde d'Anne ne peut être pas seulement due à leur amour pour leur petite fille. Je me suis redressée. Que voulez-vous dire? J'ai reçu des dossiers d'un ancien employé du groupe Dubois. Sa voix a ralenti. Les dossiers mentionnent un testament. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Le testament de qui? Silence à l'autre bout du fil. Puis Maître Leclerc a prononcé un nom qui a glacé tout mon corps. La grand-mère de Victor, grand-mère Catherine. J'étais figée, car elle était morte depuis 3 ans. Et le plus effrayant, c'est qu'avant de mourir, la grand-mère de Victor était la seule personne dans cette famille qui m'ait vraiment aimée. Maître Leclerc a poursuivi. Vous devez vous préparer. Pourquoi? Je pense que l'insistance de Madame Dubois à vous faire signer le divorce est directement liée à ce testament. Dehors, les lumières de la ville étaient infinies, mais dans mon cœur, une porte s'ouvrait. Un secret que la famille Dubois gardait depuis longtemps, et peut être la vraie raison pour laquelle il voulait me chasser de la maison immédiatement. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Pas à cause de ce qui s'était passé à l'hôtel Ritz, ni parce que mes 5 ans de mariage avec Victor prenaient fin, mais parce que les derniers mots de Maître Leclerc tournaient en boucle dans ma tête, comme une clé essayant d'ouvrir une porte fermée depuis longtemps. Le testament de grand-mère Catherine, morte il y a 3 ans. La seule personne de la famille Dubois qui ne m'ait jamais regardée avec discrimination. La personne qui répondait toujours quand Martine faisait des allusions à ma pauvreté. La personne qui a un jour serré Anne dans ses bras en disant « Fille ou garçon, les deux sont le sang et la chair de la famille. » La personne qui, avant de mourir, m'a longtemps tenu la main. Allongée dans le grand lit de la maison de mon père, je regardais la lumière filtrée par la fenêtre sur le plafond, et je ne pouvais m'empêcher de me souvenir des derniers jours de grand-mère Catherine. Elle avait plus de 80 ans et était très faible. C'est moi qui m'occupais d'elle le plus souvent, non pas parce qu'on m'y forçait, mais parce que je l'aimais vraiment. Il y avait des nuits où elle avait du mal à respirer. C'est moi qui l'emmenais aux urgences. Il y avait des matins où elle ne pouvait pas manger, et je restais assise là pendant 1 heure juste pour lui donner sa bouillie. Grand-mère me prenait souvent la main et soupirait. Une fois que je serai partie, tu devras apprendre à te défendre. À l'époque, je ne comprenais pas. Je pensais qu'elle s'inquiétait juste pour l'avenir. Maintenant, en y repensant, j'ai un sentiment étrange, comme si elle savait déjà quelque chose. Le lendemain matin, alors que je venais de descendre jouer avec Anne dans le jardin, mon téléphone a sonné. Maître Leclerc. Sa voix était calme, comme toujours. Sophie. Ce matin, j'ai rencontré la personne qui m'a donné l'information. J'ai immédiatement demandé. Est-elle fiable, maître? Très, Sophie. Il a fait une pause de quelques secondes. C'était la secrétaire particulière de grand-mère Catherine pendant plus de 10 ans. J'étais stupéfaite. Secrétaire particulière, je n'en avais jamais entendu parler, car quand la grand-mère est morte, elle a immédiatement démissionné et a déménagé à Deauville. Mon cœur a commencé à battre plus fort. Maître Leclerc a poursuivi. Ce qui est plus important, ce n'est pas qui elle est, mais ce qu'elle a caché. Le testament? Pas seulement le testament. Il a fait une pause. Ses journaux intimes aussi, j'étais sidérée. Les journaux intimes de grand-mère Catherine. Oui, un frisson m'a parcouru le dos. Je ne savais pas que grand-mère avait l'habitude de tenir un journal. Maître Leclerc a continué à voix basse. Selon Madame Dahlia, la secrétaire, la vieille dame a constamment écrit pendant les 10 dernières années de sa vie, et elle vous y mentionne souvent. Moi? J'étais silencieuse, serrant inconsciemment le téléphone. Maître Leclerc a parlé lentement. La secrétaire ne m'a pas encore remis le document complet, mais elle m'en a lu un passage. Il a fait une pause et a lu « Cette petite Sophie est trop gentille. C'est comme si elle marchait pieds nus sur un chemin de pierre, pensant que si elle supporte la douleur, les autres l'aimeront davantage. » J'étais figée sur place. Grand-mère parlait vraiment comme ça. Simplement, mais elle voyait toujours l'essentiel des choses. Après une longue pause, j'ai de nouveau demandé. « Et le testament ?» La secrétaire l'apporte à Paris cet après-midi. Avant que je puisse répondre, l'avocat a continué. Mais quelque chose s'est passé avant. Quoi? La famille Dubois recherche la secrétaire. J'ai froncé les sourcils. Comment ça? Hier soir, ils ont appris son existence. J'étais abasourdie. Comment?
Ce n'est pas clair. Mais ce matin, 2 hommes sont allés à son hôtel à Deauville. J'ai immédiatement compris. La famille Dubois panique. S'il n'y avait pas de secret important, ils n'agiraient pas si vite. À ce moment-là, j'ai entendu une voix innocente derrière moi. Maman. Je me suis retournée. Anne courait vers moi. Elle tenait une petite fleur qu'elle avait cueillie dans le jardin pour me la donner. Je me suis penchée pour la prendre. À ce moment-là, j'ai soudain compris pourquoi je devais être forte. Pas pour la vengeance, pas pour l'argent, mais parce que je ne veux pas que ma fille grandisse dans une famille où il est normal d'humilier et de mépriser les femmes. À midi, papa est rentré. Il s'est assis en face de moi dans la salle à manger. Nous n'étions que 3. Moi, papa et Anne. L'environnement était si calme et paisible comme si je rêvais. Au milieu du repas, papa a soudainement demandé « Aimes-tu encore Victor ?» Je me suis figée. J'ai tenu mes couverts plus lentement. Papa ne me regardait pas, il mettait juste de la nourriture dans l'assiette de sa petite fille et attendait ma réponse. Après une longue pause, j'ai répondu « Je ne sais plus. » Il a hoché la tête. « Alors c'est fini. » J'ai levé les yeux. « Pourquoi dis-tu ça, papa ?» Il a souri tristement. « Quand tu aimes, tu sais toujours que tu aimes. » Je n'ai pas pu parler. Il avait raison. Ce qui restait en moi, ce n'était pas de l'amour, mais du regret. Regret pour l'homme en qui j'avais confiance. Regret pour ma jeunesse. Regret pour une famille qui aurait pu être heureuse. Mais le regret n'est pas de l'amour. L'après-midi, Maître Leclerc a rappelé, et cette fois sa voix était plus sérieuse. « Sophie. »« Oui ?» ?»« La secrétaire est déjà là. »« Oui ?» ?»« Elle a apporté les documents ?»« Oui ?» Je me suis rapidement levée. « J'arrive. » 1 heure plus tard, j'étais dans le bureau de Maître Leclerc. Nous n'étions que 4 dans la salle de réunion. Moi, Maître Leclerc, une femme d'une 50aine d'années et mon père. La femme portait une simple chemise blanche. Elle avait un visage doux, mais on pouvait y voir une fatigue extrême. Dès qu'elle m'a vue, ses yeux sont devenus rouges. « C'est vous, Sophie ?» J'ai hoché la tête. Elle s'est levée et s'est soudainement inclinée. « Pardonnez-moi. » J'ai été surprise. « Pourquoi ?» Elle s'est rassise. En tremblant, elle a ouvert son vieux sac et en a sorti une enveloppe brune, jaunie par le temps. Dans le coin du dossier, un texte manuscrit disait « Propriété personnelle. Ne pas remettre avant que cela ne soit nécessaire. » Mon cœur battait la chamade. La dame a pris une profonde inspiration. C'est le dernier testament de Madame Catherine. La pièce est immédiatement devenue silencieuse. Maître Leclerc a ouvert l'enveloppe, a posé les papiers sur la table et a lu. Au début, il n'y avait que des détails ordinaires. Une partie des biens aux enfants et petits-enfants, une partie à des œuvres de charité et une partie à un fonds de bourse. Mais à la dernière page, sa voix a ralenti. J'ai vu l'expression de mon père changer. Maître Leclerc a levé les yeux et m'a regardé. « Sophie, je pense que vous devriez lire ça. » J'ai pris le papier. Mes yeux ont parcouru l'écriture familière de grand-mère Catherine. Les lettres tremblaient légèrement, mais étaient claires. Et puis tout mon corps s'est raidi, car la première ligne disait « Si à ma mort, Sophie, la belle-fille de ma famille, est toujours l'épouse légitime de Victor, le nombre total de mes actions cachées sera transféré à Sophie et à ma petite-fille, Anne. » J'étais sidérée. Des actions. J'ai baissé les yeux, et le nombre qui apparaissait a fait taire toute la pièce. Pas quelques millions d'euros, pas quelques dizaines de millions d'euros, mais 10 à 8% des actions du groupe Dubois, un pourcentage suffisant pour faire de moi la 2e plus grande actionnaire de l'entreprise. Mes mains tremblaient. J'ai enfin compris. J'ai compris pourquoi Martine était si pressée avec le divorce. J'ai compris pourquoi il voulait prendre la garde d'Anne. J'ai compris pourquoi, quand mon père est apparu, toute la famille Dubois a paniqué. Car si ce mariage n'était pas dissous, le véritable pouvoir dans cette famille ne serait pas détenu par eux, mais par moi et Anne. Je suis restée silencieuse un long moment devant les vieux papiers jaunis. Mes mains reposaient toujours sur le bord de la table, mes yeux fixés sur la dernière ligne, comme si, en clignant des yeux, tout allait disparaître et que je me réveillerais d'un rêve. 10 à 8% des actions du groupe Dubois. Ce chiffre n'était pas seulement une fortune, c'était du pouvoir, le droit de parole, et quelque chose d'assez puissant pour changer complètement la position d'une personne au sein de la famille Dubois. Maintenant, je comprenais pourquoi Martine était si désespérée à propos du divorce. Elle n'était pas seulement en colère contre moi hier, ni il y a un an, elle était en colère contre moi depuis longtemps. Mais cette précipitation n'était pas due à la haine, mais à la peur. Une peur immense. Maître Leclerc a lentement poussé l'enveloppe vers moi. « Sophie, il y a une autre partie que vous devez lire.
J'ai pris une profonde inspiration avant de hocher la tête. Il a ouvert les pages suivantes. Cette fois, ce n'était pas un testament. C'était une lettre explicative de Madame Dahlia, l'ancienne secrétaire. Chaque lettre était clairement dactylographiée. Elle racontait tout le processus, comment grand-mère Catherine avait écrit, révisé et caché le testament. L'histoire de Madame Dahlia. 2 ans avant sa mort, la vieille dame avait déjà été témoin de nombreuses disputes familiales. Elle savait que Martine ne m'aimait pas. Elle savait que Victor s'éloignait de sa femme, et elle savait aussi qu'Anne était méprisée dans la maison parce qu'elle était une fille. C'est pourquoi elle a décidé de nous laisser les actions, à moi et à Anne. Non pas pour nous rendre riches, mais pour nous offrir une protection. Une protection pour une femme et un enfant qui pouvaient être jetés hors de la maison à tout moment. En lisant cela, ma gorge s'est nouée. La vieille dame avait vu l'avenir que je n'avais pas vu. Elle savait qu'on me ferait du mal. Elle savait qu'on me mettrait de côté. Elle savait que le jour viendrait où je devrais me défendre. C'est pourquoi elle m'avait discrètement préparé un plan de secours. Mon père a écouté en silence en face de moi. Il n'a pas parlé jusqu'à ce que je pose les papiers. Alors il a soupiré doucement. Elle avait bon cœur, cette dame. J'ai hoché la tête, ressentant une douleur dans mon cœur. Si elle était encore en vie, peut-être que tout se serait passé différemment. Soudain, le téléphone de Maître Leclerc a sonné. Il a regardé l'écran et a froncé les sourcils. Victor. J'ai levé les yeux. Il vous a appelé? Il m'appelle depuis tôt ce matin. L'avocat a raccroché. Il veut vous parler. Je n'ai pas répondu. Après une petite pause, j'ai demandé. Pensez-vous que je devrais lui parler? Maître Leclerc a réfléchi. En tant que conjoint, ce n'est plus nécessaire. Mais en tant que personne en instance de divorce, oui, vous devriez. Je comprenais ce qu'il voulait dire. Il y a des choses qu'il faut clore proprement. Non pas parce qu'il y a encore de l'amour, mais parce que vous ne voulez plus aucune relation avec lui. L'après-midi, j'ai accepté de rencontrer Victor dans un petit café sur le quai de Valmy. Ce n'était pas l'endroit où nous avions l'habitude de nous retrouver. J'ai délibérément choisi un endroit inconnu pour nous, car les souvenirs n'aident plus. Quand je suis arrivée, Victor était déjà assis là. Seulement 2 jours s'étaient écoulés, mais il semblait avoir vieilli de plusieurs années. Sa chemise était froissée, sa barbe avait poussé, et ses yeux étaient rouges de manque de sommeil. Je me suis assise, et pendant près d'1 minute, personne n'a parlé. Finalement, c'est lui qui a rompu le silence. « Tu vas bien ?» Je l'ai regardé. « C'est pour me demander ça que tu m'as appelé ici ?» Victor a baissé la tête. « Je suis désolée. Je n'étais plus surprise. J'étais même plus calme. Il y a des excuses qui, si elles avaient été prononcées il y a des années, auraient être sauvé le mariage, mais maintenant c'était trop tard. » Victor m'a regardé. « Sophie, c'est vrai. Je ne savais pas que maman allait faire ça. » J'ai souri amèrement. « Tu ne savais pas? Ou tu ne voulais pas savoir ?» Il s'est raidi. J'ai continué. 5 ans. Victor, n'as-tu pas remarqué que ta mère me criait dessus? N'as-tu pas vu qu'elle m'insultait? N'as-tu pas remarqué qu'elle traitait Anne différemment? Victor n'a pas pu répondre, parce qu'il savait. Il l'avait toujours su, mais il avait choisi de se taire. Après une longue pause, sa voix est devenue rauque. Je pensais que tout finirait par s'arranger. J'ai regardé l'homme en face de moi. C'est ça le problème avec toi. Tu penses toujours que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes, pendant que c'est moi qui supporte toute la douleur. Victor a fermé les yeux et a serré fortement ses mains. Je savais qu'il avait mal, mais cette douleur ne pouvait plus adoucir mon cœur. J'avais eu mal depuis longtemps. Après une petite pause, Victor a soudainement demandé « Tu es au courant pour le testament ?» Je l'ai regardé. « Oui. » Il a pris une profonde inspiration, comme s'il avait enfin obtenu une confirmation. « Je ne l'ai appris que ce matin. Vraiment. Je le jure. Je n'étais pas au courant avant que ça n'arrive. Aïtef, je l'ai cru. Si Victor l'avait su avant, il n'aurait pas été aussi choqué au banquet, mais cela ne changeait rien. » Victor m'a regardé. « Sophie, il y a une chose que j'espère que tu croiras. » « Quoi donc? Qu'il y ait un testament ou non, je n'ai jamais pensé à t'épouser pour l'argent. » J'ai hoché la tête. « Je sais. » Il a levé les yeux, surpris. J'ai continué calmement. « Je n'ai jamais pensé que tu m'avais épousé pour l'argent, mais tu ne m'as jamais protégé par amour non plus. » Ces mots l'ont complètement réduit au silence, car ils étaient vrais. La vérité n'a pas besoin de cris. Il suffit de la dire au bon moment. Victor est resté assis en silence pendant un long moment, a sorti une enveloppe de son sac et l'a posée devant moi. « Qu'est-ce que c'est? » « Les papiers de l'appartement. » Je me suis figée.
Comment ça? L'appartement est à mon nom. Victor a pris une profonde inspiration. Mais la vérité, c'est que nous l'avons acheté avec l'argent de nous deux. J'ai déjà dit à l'avocat de préparer les papiers pour que la moitié soit à ton nom. Je l'ai regardé. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu Victor agir correctement. Non pas pour l'argent, mais pour l'équité. Il a continué. De plus, il y a un autre compte d'épargne. L'argent que tu as donné pour les remboursements. J'ai déjà tout calculé avec les intérêts bancaires. Je n'ai rien dit, car je savais que ce n'était pas facile pour Victor. Cela signifiait qu'il allait à l'encontre de la volonté de sa mère, mais c'était déjà trop tard. J'ai repoussé l'enveloppe vers lui. Laissons les avocats s'en occuper. Victor a hoché la tête. Il n'avait plus d'objection. Il savait que la distance entre nous ne pouvait plus être comblée par quelques explications, mais par 5 ans de patience et de blessures. Avant que je ne me lève pour partir, Victor m'a appelé. « Sophie !» Je me suis retournée. Il m'a regardée longuement avant de demander. « As-tu été heureuse de m'épouser ?» Je suis restée silencieuse quelques secondes avant de sourire faiblement. Oui, les yeux de Victor sont devenus rouges. J'ai continué. Si je n'avais pas été heureuse, je n'aurais pas essayé de sauver notre mariage aussi longtemps. Après avoir dit cela, je me suis retournée et je suis partie. Victor ne m'a plus appelée. Dehors, une légère brise soufflait du canal Saint-Martin. Je venais de faire un pas quand mon téléphone a vibré. Maître Leclerc. J'ai immédiatement répondu. « Sophie, il y a un problème. » Mon cœur a commencé à battre plus fort. « Qu'est-ce que c'est ?» L'ancienne secrétaire a eu un accident. J'étais pétrifiée. « Un accident? C'est grave ?» La voix de Maître Leclerc est devenue sérieuse. « Ce n'est pas ça le vrai problème. » « Qu'est-ce que c'est alors ?» Il a fait une pause de quelques secondes avant de continuer. La voiture qui l'a percutée a commis un délit de fuite et avant l'accident, un étranger la cherchait à son hôtel. Tout mon corps s'est glacé. C'était la première fois que je sentais que le testament ne concernait pas seulement une lutte pour l'argent. Derrière, il y avait peu. Être une vérité plus grande que quelqu'un voulait faire oublier. La nouvelle de l'accident de Madame Dahlia m'a clouée sur le trottoir du quai pendant un long moment. Le vent continuait de souffler depuis le canal, agitant l'eau. Les gens continuaient à se promener, et de jeunes couples poussaient joyeusement leurs poussettes, comme s'ils ne savaient rien des événements secrets et bouleversants qui se déroulaient. Et pour la première fois, j'ai vu que notre affaire avec la famille Dubois n'était plus une simple question de divorce. Avec Maître Leclerc, nous nous sommes immédiatement rendus à l'hôpital. Madame Dahlia avait une fracture du bras et des blessures mineures. Heureusement, elle n'était pas dans un état critique. Quand je suis entrée dans sa chambre, elle était allongée, pâle, mais consciente. Dès qu'elle m'a vue, ses yeux sont devenus rouges. « Vous êtes là ?» Je me suis assise à côté d'elle. « Vous allez bien ?» Elle a secoué la tête. « Je vais bien. Il voulait juste me faire peur, pas me tuer. » Maître Leclerc a demandé « Avez-vous vu le conducteur ?» Madame Dahlia s'est tue avant de hocher la tête. Je n'ai pas bien vu son visage dans la voiture, mais la personne qui est venue à l'hôtel. Ses yeux ont changé. Ce n'étaient pas des yeux de peur, mais de confirmation. Je connais cet homme. Maître Leclerc et moi l'avons regardé. Qui est-ce? Elle a serré fortement la couverture. L'ancien chauffeur de Madame Dubois. Thibault. Je me suis raidie. Maître Leclerc a également froncé les sourcils. Vous en êtes sûr? J'ai travaillé pour la famille Dubois pendant plus de 10 ans. Je ne peux pas me tromper. Toute la pièce est devenue silencieuse. Si Madame Dahlia disait la vérité, la situation allait être pire que je ne le pensais. Martine pouvait être en colère contre moi. Elle pouvait me forcer à divorcer. Mais engager un homme de main après la révélation du secret du testament ne montrait que son désespoir. Ensuite, mon père est arrivé, près d'1 heure plus tard. Il n'a pas dit grand-chose, s'est seulement enquis de l'état de Madame Dahlia et a secrètement posté des gardes devant la chambre. Avant de partir, il m'a regardé. Ce soir, ne sortez pas avec Anne. Je comprenais ce qu'il voulait dire. Cela dépassait désormais les affaires de famille. Cette nuit-là, après avoir endormi Anne, je suis sortie sur le balcon de l'appartement. Tout Paris était illuminé, mais je ne pensais qu'à une chose. Si la famille Dubois avait si peur du testament, y avait-il encore quelque chose que j'ignorais? Vers 22 heures, mon téléphone a de nouveau sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Il y a eu un silence de quelques secondes à l'autre bout du fil, avant que la voix d'Alexandre ne se fasse entendre. « Sophie, c'est ton beau-père. » Je n'étais pas surprise. Il devait appeler à un moment donné. « Oui ?» La voix d'Alexandre était rauque. « Je veux te parler. Vous avez besoin de quelque chose ?»
Juste parler. J'étais silencieuse. Martine est au courant? Il a souri amèrement. Si elle le savait, je n'appellerais pas à cette heure. J'ai réfléchi longuement. Finalement, j'ai accepté. Le lendemain matin, nous nous sommes retrouvés dans un vieux café à Montmartre. Quand je suis arrivée, Alexandre était déjà assis là. Seulement quelques jours s'étaient écoulés, mais il avait visiblement vieilli. Il avait plus de cheveux gris, et il ne se tenait plus aussi droit qu'avant. Quand je suis entrée, il s'est levé. « Assieds-toi, ma fille. » Il ne m'avait pas appelée comme ça depuis longtemps, mais étrangement, je n'étais plus aussi émue. Être que mon cœur était déjà très fatigué. Après que le thé ait été servi, Alexandre a longtemps regardé la table avant de parler. « Je suis désolée. Je n'ai pas pu parler. » Il a continué. « Ces dernières années, je sais que ta belle-mère ne t'a pas bien traité. J'ai levé les yeux. C'était la première fois qu'il l'admettait. »« Alors vous saviez ?» Il a hoché la tête. « Je savais. Alors pourquoi n'avez-vous rien dit ?» Alexandre a souri amèrement. « Parce que j'étais faible. J'ai été surprise. » J'avais toujours connu Alexandre comme un symbole de pouvoir, mais maintenant, il n'était qu'un père âgé confronté à ses propres erreurs. Lentement, il a raconté que dans sa jeunesse, il avait fait faillite et tout perdu. La famille de Martine l'avait aidé à reconstruire son entreprise. Par gratitude, pendant 30 ans, il avait toujours cédé à sa femme. Cela a commencé par une simple complaisance. C'est devenu une habitude, jusqu'à devenir un silence. Je pensais que tant que la famille était unie, je pouvais laisser passer les petites choses. Il a soupiré. Mais j'ai réalisé que chaque fois que je me taisais, c'est toi qui souffrais. Je ne l'accusais plus. Il y a des gens qui ne sont pas vraiment mauvais, juste trop lâches dans les moments où ils devraient parler. Alexandre m'a regardé. Sophie, je te le demande. Sais-tu pourquoi ta belle-mère est si en colère contre toi? J'ai secoué la tête. Il a souri tristement. Parce qu'elle a peur. Je me suis figée. Peur? Il a hoché la tête. Depuis que la grand-mère de Victor était en vie, elle t'aimait. Elle t'aimait plus que Victor. Grand-mère Catherine. Un jour, grand-mère a dit que si le groupe Dubois était dirigé par quelqu'un comme toi, elle serait plus tranquille que si elle le confiait à un autre membre de la famille. J'étais sidérée. C'était la première fois que j'entendais ça. Alexandre a regardé par la fenêtre. Ta belle-mère a entendu ça. À partir de ce jour, elle ne t'a plus aimé. Je me suis raidie. Donc, la racine de tout cela n'était pas que j'avais eu une fille, ni mon statut social, mais la peur de perdre le contrôle. Alexandre a baissé la tête. Je ne défends pas ta belle-mère, je veux juste que tu saches la vérité. Avant que je puisse poser plus de questions, le téléphone d'Alexandre a sonné. Il a regardé l'écran et son expression a changé. De l'hôpital. J'étais abasourdie. Il a répondu. Et quelques secondes plus tard, il est devenu pâle. Je me suis levée. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a regardée. Sa voix tremblait. Madame Dahlia a disparu. C'est comme si le sang s'était glacé dans mes veines. Disparu? Il a hoché la tête. Quand les proches sont allés à l'hôpital, elle n'y était plus. J'ai rapidement appelé Maître Leclerc. Il a immédiatement décroché. Je suis déjà en route. Que s'est-il passé? La voix de Maître Leclerc était sérieuse. La caméra de l'hôpital a enregistré une femme entrant dans la chambre après 6h00 du matin. Qui? Il s'est tu. Martine Dubois. Le téléphone a failli me tomber des mains. Dehors, le soleil brillait encore, mais à l'intérieur, j'avais très froid. C'est comme si, pour la première fois, je comprenais à quel point cette dame qui avait été ma belle-mère était désespérée. Et plus elle était désespérée, plus elle était capable de faire des choses que personne n'attendait. La nouvelle de la disparition de Madame Dahlia était comme une pierre jetée dans un lac où de fortes vagues attendaient déjà. Tout le monde a compris que l'affaire était entrée dans une phase plus sérieuse. Alexandre, Maître Leclerc et moi nous sommes retrouvés à l'hôpital. Dans le couloir, les lumières étaient encore allumées. Les infirmières marchaient normalement, mais la chambre où se trouvait Madame Dahlia était très froide, car personne n'y était. Le lit et la couverture étaient en désordre, un verre d'eau était sur la table de chevet, et le téléphone de Madame Dahlia était resté là. L'hôpital a apporté l'enregistrement de la vidéosurveillance. Nous l'avons tous regardé dans la salle de sécurité. La vidéo était claire. À si je dis précise, Martine Dubois est apparue dans le couloir. Elle portait un chapeau et un masque, mais quiconque la connaissait bien l'aurait reconnue. Elle est restée 3 minutes devant la chambre avant d'entrer. 20 minutes plus tard, elle est sortie seule. 15 minutes plus tard, la vidéosurveillance de l'ascenseur a montré Madame Dahlia. Elle portait un manteau et un chapeau avec un homme plus âgé.
Ils sont sortis par la sortie arrière de l'hôpital. Maître Leclerc a rejoué la vidéo et l'a arrêté sur le visage de l'homme. Alexandre a immédiatement pâli. Je le connais. Je me suis retournée. Qui est-ce, beau papa? Alexandre est resté silencieux un long moment avant de répondre. Thibaut. Qui est Thibaut? Thibaut était le chauffeur personnel de ta belle-mère pendant plus d'1 an. Je me suis immédiatement souvenu de cet homme. Il avait la cinquantaine, était silencieux et avait toujours une expression froide. Pendant les premières années de mon mariage, quand Martine sortait, Thibaut était toujours son chauffeur. Maître Leclerc a immédiatement demandé « Quand a-t-il été licencié ?»« Il y a presque 2 ans. » Alexandre a souri amèrement. « Ta belle-mère l'a licencié. Pourquoi ? Parce qu'il en savait trop. » Toute la pièce est devenue silencieuse. Un frisson m'a soudainement parcouru le dos. Il en savait trop. Une simple phrase, mais qui pouvait soulever tant de soupçons. Maître Leclerc a fermé son ordinateur portable. Je pense que Madame Dahlia ne risque rien. Je l'ai regardé. Pourquoi dites-vous ça? Parce que s'il voulait la faire taire, il ne la sortirait pas de manière aussi évidente. Il a réfléchi avant de continuer. Il cherche autre chose. Mon cœur a de nouveau battu la chamade. Le journal intime de grand-mère Catherine. Probablement. Exactement au moment où il a dit cela, le téléphone d'Alexandre a sonné. Quand il a répondu, il est sorti 1 minute. Quand il est revenu, son visage était encore plus grave. « Y a-t-il un problème, beau papa ?» Il s'est assis. Victor a appelé. J'ai serré les mains. Il a dit que sa mère n'est pas à la maison depuis ce matin. Pas à la maison? Oui. Personne ne peut la joindre. Non. Alexandre a soupiré. Après le banquet, elle n'a plus parlé à personne. Pendant 2 jours, elle est restée enfermée dans sa chambre. Puis ce matin, elle a simplement disparu. J'étais en colère pour ce qu'elle m'avait fait, mais je n'ai jamais voulu qu'il lui arrive quelque chose de mal. Après tout, je l'avais appelée maman pendant 5 ans. L'après-midi, le cœur très lourd, je suis rentrée chez mon père. Anne coloriait avec son grand-père dans le salon. Elle m'a immédiatement serrée dans ses bras. « Maman, tu es là. » Je l'ai embrassée sur les cheveux. Le soir, je suis allée dans le bureau de papa. Je l'ai regardé. « Papa, penses-tu que c'est vraiment Martine qui a fait tout ça ?» Il est resté silencieux un long moment avant de secouer la tête. « Pas tout. J'ai été surprise. » Pourquoi? Une femme peut commettre des erreurs par cupidité. Mais ce qui se passe dépasse ses capacités. Je comprenais ce que papa voulait dire. De la surveillance de Madame Dahlia à l'enlèvement. Oui, c'est comme si un professionnel avait agi. Pas Martine. Quelqu'un l'aide. Qui? Je ne sais pas encore, a dit papa. Mais cette personne est dangereuse. Cette nuit-là, je n'ai de nouveau pas pu dormir. À 1 heure du matin, mon téléphone a soudainement vibré. Un message d'un numéro inconnu. Il ne contenait qu'une seule phrase. « Si tu veux connaître la vérité sur grand-mère Catherine, viens à la vieille église dans la forêt de Rambouillet. Demain matin à 8. Seul. » Je l'ai relu encore et encore. Pas d'expéditeur, pas d'autres détails. Ce qui était frappant, c'était la première phrase. La vérité sur grand-mère Catherine. Pas le testament, pas les actions, mais la vérité. Le lendemain matin, j'ai montré le message à Maître Leclerc. « C'est hors de question, » a-t-il dit. « C'est trop dangereux. » Je savais qu'il avait raison, mais j'avais la forte intuition que c'était très important. Après discussion, nous avons décidé que j'irais, mais que Maître Leclerc et les hommes de papa seraient à proximité. À 8 heures précises, je suis arrivée à l'église abandonnée dans la forêt de Rambouillet. La zone était envahie par les herbes et silencieuse. Après 10 minutes d'attente, j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retournée. Pas Madame Dahlia, ni Martine, mais Victor. Je me suis arrêtée. Il m'a regardée avec des yeux fatigués. « Je savais que tu viendrais. C'est moi qui ai envoyé le message. » J'étais agacée. « Victor, qu'est-ce que c'est encore? Tu n'as pas d'autre choix. » « Je n'ai pas d'autre choix. » Il s'est approché d'un pas. « Je ne peux pas te dire ça par téléphone. » J'étais silencieuse. Victor a pris une profonde inspiration. « Sophie, grand-mère Catherine, n'est pas morte de maladie. Tout mon corps s'est raidi. »« Qu'as-tu dit ?» Victor m'a regardé dans les yeux. Sa voix était rauque. « 1 semaine avant sa mort, elle m'a parlé en tête. »« Ah, tête. » Elle a dit « Si quelque chose m'arrive, tu dois te protéger. Toi et Anne. » Mon cœur a commencé à battre plus fort. Puis Victor a baissé la tête. Mais je ne l'ai pas fait. Il a souri tristement. Je l'ai regardé, et pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai vu un vrai remords sur son visage. « Sophie, j'ai trouvé un enregistrement audio. » « Quel enregistrement ?»
Le dernier message de grand-mère avant de mourir. C'est comme si l'air s'était arrêté. Victor a sorti une petite clé USB de sa poche. Ici, il y a le nom de la personne que tu dois éviter. J'ai regardé la clé USB. J'avais la forte intuition que le secret des Dubois allait bientôt éclater. Mais à ce moment-là, derrière les murs en ruine de la vieille église, on a entendu un freinage bruyant et le vrombissement d'un moteur. Un cri a retenti. Attention! Avant que je puisse me retourner complètement, j'ai vu une moto s'approcher de plus en plus vite de Victor. C'était comme une scène de film. J'ai même vu le scintillement du métal au soleil. Victor, surpris, s'est tourné vers la moto. Elle n'était plus qu'à quelques mètres de lui. Je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait un tel moment dans ma vie, où mon cerveau serait vide, sans colère, sans haine, sans bien ni mal, juste un instinct pour sauver la personne. En même temps, 2 hommes de Maître Leclerc sont apparus de derrière le mur en ruine. L'un a crié, tandis que l'autre faisait face à la moto. Le motard, surpris en voyant les autres personnes, a brusquement tourné le guidon. Le pneu a crissé sur la route, produisant un son assourdissant. La moto a dérapé avant de percuter le ciment. Le motard est tombé au sol. Victor et moi étions adossés au mur, il n'a été blessé qu'au bras. Pendant quelques secondes, tout a été chaotique. Les hommes de Maître Leclerc ont immédiatement coincé le motard. J'allaitais et mes mains tremblaient. Victor m'a regardé. Il était très surpris. Peut-être qu'il ne comprenait pas non plus pourquoi la femme qui divorçait de lui le sauvait du danger. Je l'ai lâché. « Tu vas bien ?» Il a secoué la tête. Je n'ai rien. Je n'ai plus rien dit, car il était clair pour moi que je n'avais pas fait ça parce que je voulais retourner avec lui, mais simplement parce que je ne suis pas le genre de personne qui laisse quelqu'un se blesser devant elle. Le motard a été immédiatement attrapé. Son casque et son masque sont tombés. Nous avons vu qu'il avait la quarantaine. Il a lutté un instant avant de s'asseoir sans force. Maître Leclerc est également arrivé et a demandé à Victor « Le connaissez-vous » Victor a réfléchi avant de secouer la tête. Je ne l'ai jamais vu, mais l'homme a soudainement levé les yeux vers Victor et a souri sarcastiquement, ce qui a arrêté tout le monde. Ce n'était pas le sourire d'un criminel attrapé, mais celui d'un homme qui sait quelque chose. « Monsieur Dubois, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Le visage de Victor a immédiatement changé. « Qui êtes-vous » L'homme a ri. « Vous ne vous souvenez plus de moi, mais moi je me souviens de vous. » Il m'a regardé. « Et vous, vous êtes Sophie, n'est-ce pas » J'ai froncé les sourcils. « Vous me connaissez » Oui. Et votre fille aussi. La situation est devenue encore plus tendue. Maître Leclerc a fait signe à ses hommes de mettre l'homme dans la voiture avant que quelqu'un ne le voie. La clé USB apportée par Victor a été prise et cachée. Nous sommes partis et sommes allés directement au bureau de Maître Leclerc. Là, nous avons écouté pour la première fois le contenu de la clé USB. J'étais assise à côté de mon père. En face, Victor. Tandis que le bureau était extrêmement silencieux, Maître Leclerc a inséré la clé USB dans l'ordinateur portable et a lancé la lecture. Au début, on n'entendait qu'un grésillement, jusqu'à ce que la voix âgée mais familière de grand-mère Catherine se fasse entendre. « Victor, mon petit, je ne sais pas combien de temps il me reste dans ce monde. » La voix de la vieille dame. « Mais il y a des choses que je dois te dire, car sinon, je le regretterai peu, être un jour. » Mon cœur battait la chamade. Premièrement, ma décision de donner les actions à Sophie et Anne est ma dernière décision. Cela ne peut plus être changé. Tout le monde m'a regardé. La confirmation que le dernier testament était authentique était là. Mais ce qui a suivi était encore plus choquant. Deuxièmement, il s'agit du projet Alpin. Alexandre, qui était assis à côté, a pâli. La voix a continué. Quelqu'un a détourné de l'argent de ce projet, et j'ai caché la preuve avec l'aide de Dahlia. Tout le monde était silencieux. Quelqu'un avait détourné de l'argent de ce projet. C'était plus important que l'héritage. Si quelqu'un avait détourné de l'argent, c'était aussi un problème pour l'entreprise. La voix de grand-mère a ralenti. Celui qui a détourné l'argent, ce n'est pas Sophie, ni Anne, ni même Victor. C'est. Mais au moment de prononcer le nom, le son s'est brusquement coupé. Un grésillement. Nous étions tous figés. Victor s'est levé. « C'est tout ?»« C'est coupé, » a répondu l'avocat. « Impossible !» a crié Victor. Papa a dit. Quelqu'un a coupé la dernière partie. Tout le monde était d'accord. Soudain, le téléphone de Maître Leclerc a sonné. Quand il a raccroché, il a dit « Madame Dahlia est apparue. »« Où ?» ai-je demandé. « Au commissariat. Elle dit que c'est Martine qui l'a emmenée. Martine l'a sauvée de Thibault. J'ai été surprise. Je pensais que Martine était l'ennemi.
Mais elle a sauvé la secrétaire. Maître Leclerc a dit « Martine l'a sauvée pour obtenir le journal intime avant que celui qui est derrière tout ça ne le fasse. » Papa a demandé « Qui est derrière tout ça ?» Madame Dahlia dit que c'est un homme d'une 60aine d'années, qui était autrefois membre du conseil d'administration du groupe Dubois. Alexandre a pâli. Quelque chose lui est revenu en mémoire. Nous avons vu les mains du vieil homme trembler. Et pour la première fois, j'ai compris que ce n'était pas Martine la vraie manipulatrice, mais une personne à laquelle personne ne s'attendait. Tout le monde s'est tu après que Maître Leclerc ait dit cela. Les regards se sont tournés vers Alexandre. Ses mains étaient fortement serrées. « À qui pensez-vous » a demandé papa. Alexandre a levé les yeux. Ses yeux étaient confus avant de parler. « Je ne suis pas sûre, mais quelqu'un me vient à l'esprit. » Il a fait une longue pause. Quand nous avons commencé le projet Alpine, à part nous et la mère de Victor, il y avait un autre dirigeant. « Qui » ai-je demandé. « Mon frère, François. J'ai été surprise. J'étais dans leur famille depuis si longtemps, mais je n'avais jamais entendu parler de cet oncle. Il y a 10 ans, a continué Alexandre, on s'attendait à ce qu'il prenne ma place. Il était bon en affaires, agissait rapidement. Beaucoup pensaient qu'il serait le président, pas Victor. Et puis, que s'est-il passé? Après le projet Alpine, il est parti à l'étranger. Il n'est jamais revenu. Papa a dit « À cause d'un conflit interne ?» Alexandre a hoché la tête. Je pensais que c'était parce que nous n'étions pas d'accord sur la politique de l'entreprise, mais maintenant, je n'en suis plus sûre. Si c'était François que grand-mère Catherine mentionnait dans l'enregistrement, cela signifiait que notre mariage avec Victor n'était qu'une petite partie d'un grand scandale. La police a appelé pour dire que nous pouvions voir Madame Dahlia. Nous sommes allés au commissariat, et là, Madame Dahlia nous a donné une petite clé. C'est la clé du coffre-fort de la vieille dame. « Où est le journal ?» a demandé Maître Leclerc. Elle l'a caché il y a 3 ans dans le coffre de sa maison de vacances en Normandie. Elle m'a ordonné de ne le remettre que si Sophie divorçait définitivement de son mari. Tout le monde s'est tu, car grand-mère Catherine avait une fois de plus prouvé qu'elle avait raison. Nous sommes allés à l'ancienne maison en Normandie, nous sommes entrés dans la chambre de grand-mère Catherine, et derrière une grande armoire, nous avons trouvé le coffre-fort. Avec la clé, nous l'avons ouvert, et avons trouvé un journal intime en cuir brun et une grande enveloppe. Mais avant que Maître Leclerc ne puisse le prendre, Victor a appelé Alexandre. Alexandre a immédiatement pâli. Ses lèvres tremblaient. La mère de Victor a disparu. Et avant de disparaître, elle a laissé un message. « Si vous voulez savoir qui veut me tuer, lisez la dernière page du journal. » La pièce était remplie de tension. Maître Leclerc a lu le journal, qui parlait de la vie de grand-mère Catherine. Mais sur les dernières pages, quand elle était déjà faible, elle a écrit une terrible révélation. « J'ai entendu François parler à quelqu'un. Je ne veux pas le croire, mais c'est peu. Être vrai qu'ils ont pris l'argent du projet Alpin. » Maître Leclerc a lu une autre ligne. Celui qui a pris l'argent n'était pas seulement François, il avait un complice, un ancien partenaire des Dubois. Et la dernière écriture? Mais ce n'est pas François qui veut me faire taire. Celui qui contrôle tout, c'est la personne qui étouffe cette erreur depuis longtemps. Alexandre a éclaté en sanglots. Je suis désolé, c'est moi qui ai étouffé l'affaire, pour que la famille ne s'effondre pas. Alexandre pleurait parce qu'il avait fermé les yeux sur le mal pour le bien de la famille. Et à la fin, grand-mère a écrit « Sophie est courageuse et trop gentille. Ceux qui l'ont blessée sont les gens qui ont abusé de sa gentillesse. » J'ai pleuré aussi. Seule une vieille dame m'avait comprise de tout son cœur. Soudain, le téléphone de Maître Leclerc a sonné. On a retrouvé Martine dans un monastère en Bourgogne. Elle veut te parler, Sophie. Papa s'y est opposé, mais nous avons finalement accepté d'y aller. Dans une pièce sombre du monastère, nous avons vu Martine. Seulement quelques jours s'étaient écoulés. Mais elle semblait avoir vieilli de 10 ans. Elle pleurait. Sophie, celui dont tu dois avoir peur, ce n'est pas François. Celui dont tu dois avoir peur, c'est la personne qui est très proche de toi. Que veux-tu dire? A demandé Alexandre. Cette personne contrôle Thibaut. Il y a des papiers signés mais supprimés dans le projet. Martine a sangloté. Elle m'a demandé pardon. Je suis désolée, Sophie. Je suis désolée. Pour la première fois, je l'ai vu comme un être humain. Mon téléphone a sonné. C'était Victor. La ligne était bruyante. Sophie, crois-moi. Il haletait. Le projet Alpin. C'est ma signature qui est dessus. J'étais figée de surprise. Ta signature? Oui, mais j'étais nouveau à l'époque. Je pensais que c'était juste un papier ordinaire. Quelqu'un me l'a donné. Qui? Thibaut.
Au moment où il a prononcé le nom de Thibault, j'ai entendu un klaxon bruyant, un freinage et un énorme fracas. La ligne s'est coupée. J'ai crié. « Victor !» Personne n'a répondu. Cette personne savait que Victor se souvenait, alors il fallait le faire taire aussi. Nous avons rapidement quitté le monastère et sommes allés à l'hôpital américain de Paris. L'accident n'était pas si grave, mais Victor avait des contusions et une blessure à la tête. Grâce à la vidéosurveillance, la police a attrapé le conducteur en délit de fuite. Thibault a été arrêté alors qu'il tentait de s'enfuir. Il avait les papiers du projet alpin sur lui. Dans les mois qui ont suivi, la vérité a éclaté. Thibault et d'autres complices avaient empoché l'argent du projet, tout en faisant de François le bouc émissaire et en l'accusant. Ils avaient fait signer Victor, qui était alors innocent dans les affaires. Quand tout est devenu clair, la loi les a tenus pour responsables. Pendant ce temps, notre mariage avec Victor a définitivement pris fin. Il n'y a pas eu de cris, pas de reproches, un divorce légal. Notre divorce a été finalisé. Anne est venue avec moi. J'ai récupéré l'argent de l'appartement, et les actions de grand-mère Catherine sont également restées avec moi. Avant de divorcer définitivement devant le tribunal, Victor a souri. Je pensais que nous vieillirions ensemble. J'ai souri. Je le pensais aussi. Je suis désolée, a-t-il dit. J'ai déjà pardonné, ai-je répondu. Et ce fut notre dernière conversation en tant que conjoint. 1 an plus tard, Alexandre a pris sa retraite, et Martine s'est améliorée, est devenue active dans des œuvres de charité et rendait souvent visite à Anne. Elle n'a pas changé par peur, mais par compréhension. La paix est revenue dans la famille, et je me promenais heureuse avec Anne dans le parc. « Maman, tu es heureuse ?» ?»« Bien sûr, ai-je répondu. Parce que Anne est là. La vie m'a appris que la gentillesse a des limites. On peut s'aider, mais on ne peut pas abandonner sa dignité. Parfois, le divorce n'est pas la fin, mais une porte vers une nouvelle vie. Notre bonheur n'est pas entre les mains des autres, mais dans la façon dont nous décidons de devenir forts, de rester bons et de nous aimer à nouveau. C'est la vraie victoire de la vie.